Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, à Conakry ce vendredi, une mission de haut niveau conduite par le président de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo. Elle a rencontré les autorités militaires au pouvoir en Guinée pour leur faire part des décisions de la CEDEAO, les dirigeants ouest-africains qui ont pris des sanctions hier à Accra contre la junte. L'État vous voit. L'opération porte ses fruits. 43 policiers et gendarmes arrêtés dans le cadre de cette initiative du ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, Epiphane Zoro, et le commissaire du gouvernement ont fait le point. Cette action vise à assainir le milieu des agents des forces de l'ordre censés conduire cette moralisation de la vie publique. Dans la lutte contre la Covid-19, 816 000 doses de vaccins Sinopharm en provenance de la Chine. Le ministre de la Santé a réceptionné le lot à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un renfort qui permet à Pierre Demba d'afficher les ambitions dans la campagne de vaccination. Il espère atteindre plus de 12 millions de personnes vaccinées en Côte d'Ivoire. Et puis au Mali, il n'y aura pas de poursuite contre Assimi Goïta lui-même et les autres militaires au pouvoir. La transition adopte 2 lois d'amnistie pour les putschistes. Il s'agit des textes concernant les coups d'État d'août 2020 et de mai 2021. Le président de la République, Alassane Ouattara, était à Conakry ce vendredi. Il a pris part à une mission de haut niveau conduite par le président de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de la session extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État ivoirien est arrivé ce soir à Abidjan, accueilli par le Premier ministre Patrick Achi. Rappelons que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation ouest-africaine s'était réunie hier à Accra au Ghana sur la situation politique en Guinée. Et le Premier ministre salue ces acteurs qui participent au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Patrick Achi a reçu hier le monde du cinéma ivoirien. Le chef du gouvernement partage la vision du pays en ce qui concerne le 7e art, être ce futur leader continental pour l'industrie audiovisuelle francophone. Sidonie Davila. L'industrie des arts et du cinéma ivoirien sous le feu de la rampe. Parce que ce secteur mérite qu'on lui accorde une place de choix, dira le Premier ministre, le gouvernement a décidé de l'accompagner. Le secteur privé est d'une importance capitale pour tout gouvernement et pour tout État. Mais ce secteur privé, s'il est capital, il est important. Il est donc important qu'il soit la prunelle des yeux du gouvernement et que le gouvernement accorde à ceux qui, parmi nous, dans cette société, ont décidé d'embrasser l'entrepreneuriat et le développement du secteur privé comme une activité de leur vie, qu'on leur accorde toute l'attention qu'il faut pour qu'ils réussissent. Parce que s'ils ne réussissent pas, c'est l'État qui est en péril. Le pied dans le plat, les acteurs ont porté à sa connaissance les difficultés qu'ils vivent au quotidien. Ce que nous voulons que le gouvernement fasse pour nous, c'est de nous appuyer financièrement, de nous appuyer au niveau des infrastructures pour que nous puissions exercer notre métier dans de bonnes conditions. On ne peut pas faire un film professionnel chez les voisins, chez un ami, chez une cousine, chez une tante. Il faut qu'on ait l'espace, on ait les hangars de tournage pour que nous puissions réaliser. Si tu étais chez un directeur, il faut qu'effectivement on voit que c'est chez un directeur. Au cours de cette rencontre très conviviale, des engagements ont été pris par l'État pour booster les activités des entrepreneurs culturels, du cinéma et de l'audiovisuel. Une vraie bouffée d'oxygène pour ces derniers. On est vraiment agréablement surpris par toutes les décisions qu'on attendait depuis longtemps, la signature des décrets d'application sur le statut du producteur et tout ça, c'est vraiment des nouvelles qui nous enchantent tous. Le déjeuner d'aujourd'hui, c'est l'étape qui permet ensuite de dire aux autorités, si vous avez une ambition, nous sommes prêts à remplir le contenu. La tutelle est également satisfaite. Nous sommes vraiment sortis de cette séance de travail avec fierté parce qu'il y a des décisions qui ont été prises, il y a des engagements qui ont été pris et cela nous va droit au cœur et nous conforte. Des producteurs, des réalisateurs, des acteurs, tous ont applaudi la vision du chef de l'État pour l'évolution du 7e art et de l'audiovisuel. Une volonté politique présentée à l'entame des échanges. Sur l'instruction du Monsieur le Président de la République, je souhaitais vous recevoir pour vous dire que vous êtes important pour le pays,
Vous êtes important pour notre jeunesse, pour laquelle vous constituez pour un grand nombre d'entre vous des modèles, qu'il est important pour nous que vous puissiez réussir, qu'il est important pour nous que votre talent puisse éclore et rayonner au-delà de nos frontières pour que vous puissiez faire également rayonner le pays, et que l'on sait que pour que cela arrive, il faut que ce soit main dans la main que nous avancions ensemble et que nous puissions prendre le temps de vous écouter, de voir les problèmes que vous vivez pour que dans la répartition des ressources pour aider tel et tel secteur, puisque nous allons aider le secteur privé, vous puissiez également avoir votre juste part. Cette rencontre avec l'industrie des arts et du cinéma ivoirien, la première dans l'histoire, est l'initiative du gouvernement. Elle est inscrite dans une série de rencontres dénommées « À la rencontre de nos champions nationaux ». Et ces champions nationaux doivent évoluer dans un environnement sans corruption. Le gouvernement accentue alors la lutte contre le racket. 43 policiers et gendarmes bientôt devant les juges. Ils sont arrêtés dans le cadre de l'opération « L'État vous voit » menée par le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, Epiphane Zoro, et le commissaire du gouvernement en fait le point. C'est un reportage de Dangui Dangui. Projection d'images de caméras cachées montrant des actes de racket d'agents de force de l'ordre. 43 policiers et gendarmes sont ainsi dans les filets de cette opération dénommée « L'État vous voit ». Opération menée par le ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption qui vise à restaurer l'intégrité et l'honneur des forces de l'ordre. Si ces agents d'application de la loi ne sont pas intègres et foulent aux pieds les règles élémentaires de protection des personnes et des biens, elle ruine la confiance nécessaire de nos concitoyens en sa police, en sa gendarmerie, en ses forces de défense et de sécurité. Le commissaire du gouvernement illustre les enjeux de l'opération « L'État vous voit » avec cette histoire vraie. Il s'agit d'un infirmier qui était poursuivi pour concussion. C'est-à-dire que c'est un élément qui prenait l'argent beaucoup plus qu'il ne le fallait. Alors, l'élément des forces de l'ordre qui devait se rendre au CHU de Treichville s'est arrêté devant la cité administrative pour faire un barrage, lui seul. Il prenait de l'argent, des 500 000 francs, etc. Et un monsieur est arrivé devant lui et ils ont discuté et lui a pris 1000 francs. Il est parti. Lorsqu'il a fini, lorsqu'il a senti qu'il a eu un peu d'argent, il est reparti pour accomplir sa mission. Alors, lorsqu'il arrive, il tape la porte et qu'il voit l'infirmier, alors stupéfaction. C'est le monsieur qui venait de racketter tout à l'heure au moment où il faisait son barrage. Qu'est-ce qu'il a fait d'après vous? Il copine avec lui en disant « Comment ça va mon frère ?» Alors il les a fait « Bon, ben, je suis venu juste vous dire bonjour, hein, je retourne. » Il est retourné sans servir la commission rogatoire, sans servir le mandat à ce monsieur. Les lanceurs d'alerte invités à s'impliquer davantage dans cette campagne de lutte contre la corruption, même si le système pour leur protection est encore au stade de projet. Nous aurons un atelier ici à Abidjan d'élaboration d'un projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte. 326 plaintes contre le racket ont été enregistrées en 10 ans, selon le commissaire du gouvernement qui invite les populations à participer à la lutte contre la corruption, notamment contre le racket, en développant la culture de la plainte. Et il faut aussi une culture de l'excellence. C'est ce que défend de son côté la ministre de l'Éducation nationale qui veut une année scolaire paisible. Vous le savez, l'école a repris depuis le lundi. Maria Toukone invite les leaders des syndicats à privilégier les intérêts des élèves. C'était au cours d'une rencontre qu'on voit avec Sephora Zegui. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire que je m'engage à faire de la négociation et du dialogue social avec les partenaires syndicalistes les moyens de sauvegarde de la paix sociale. Ce dialogue direct promis par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation le 10 mai dernier est désormais une réalité. Pour ce premier véritable face-à-face entre elle et les syndicats, 4 points majeurs sont abordés. Le rétablissement de la dictée au cycle primaire, le retour des coefficients au collège, l'organisation des états généraux de l'Éducation nationale et la redynamisation du Conseil consultatif de l'Éducation nationale. Je vous ai écouté attentivement et j'ai compris les dispositions que vous nous offrez de discuter sur l'école pour l'avènement d'une école nouvelle. Le 13 juillet passé, nous
En COSEFSI, nous avons organisé un séminaire de réflexion relatif aux états généraux de l'école. Ça veut dire que nous sommes dans la dynamique, nous sommes prêts à accompagner Madame le ministre. En venant ici, nous avions beaucoup de choses à dire. Mais vous avez désamorcé. Face aux leaders syndicaux, le professeur Mariatou Kone a salué les principes de la liberté syndicale et de la liberté d'expression. Mais en retour, elle a aussi et surtout exhorté ses interlocuteurs à placer les intérêts des élèves de Côte d'Ivoire au-dessus de tout autre intérêt. Le syndicat, ce n'est pas seulement les revendications. C'est la participation aux valeurs citoyennes. C'est la participation à la vie de la nation. L'école n'a pas de couleur. Quand on va à l'école, on ne dit pas tel enfant est de tel parti politique, tel enfant est de telle religion, tel enfant est de tel groupe ethnique. C'est l'enfant, l'élève ivoirien. Donc notre dénominateur commun, c'est la Côte d'Ivoire. À cette rencontre, les mesures prises pour l'année scolaire 2021-2022 ont été expliquées dans les détails aux participants par les différents directeurs concernés. Rappelons que les échanges entre la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les syndicats se feront tous les 3 mois. Un projet d'assistance à la scolarisation et à la formation des jeunes filles vulnérables. C'est une action du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et l'UNICEF. L'initiative consiste à apporter un appui financier et une formation professionnelle. Amant, la secrétaire d'État Maï Clarisse a remis des kits et équipements à 58 bénéficiaires. Eve Boué est notre correspondante dans l'ouest du pays. C'est à Koko, un quartier populaire de Mans, que vit Maman Mariam avec ses parents. Âgée de 30 ans, célibataire, mère de 2 enfants, elle a arrêté ses études en classe de 4e. Elle est sans emploi. J'aide maman à faire attiquer. Donc c'est ça. Et puis j'arrive à avoir un peu de jetons pour que je puisse me défendre à faire les petits besoins de mes enfants. Nourou Juliana, 34 ans, célibataire, un enfant, se trouve aussi dans un état de vulnérabilité. J'ai arrêté les études par manque de moyens. Je vivais avec mon papa. Je faisais rien, je faisais que travail de servante. Après la mort de mon papa, je suis venue chez ma maman. Elle vend du charbon et je l'aidais aussi à vendre du charbon. Ces 2 jeunes femmes ont été retenues dans le cadre du projet d'assistance à la scolarisation et à la formation des jeunes filles vulnérables. Ce projet, dit de seconde chance, est une initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en collaboration avec UNICEF et un partenaire financier canadien. Il vise à apporter un appui financier à 200 jeunes filles en difficulté financière à l'effet de poursuivre leurs études et aider celles qui sont déscolarisées à suivre une formation qualifiante afin de s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Dans la région du Tonkpi, 58 bénéficiaires, dont font partie Mariam et Juliana, ont achevé leur formation ou sont en cours d'apprentissage dans les domaines de la pâtisserie, la couture et la coiffure. Aujourd'hui, elles reçoivent des mains de Maï Clarisse, secrétaire d'État chargée de la protection sociale, des kits d'équipement et d'installation composés de cuisinières à gaz, des machines à coudre, des casques et d'accessoires. De quoi améliorer leur connaissance d'apprentissage et faciliter leur installation. Grâce à UNICEF aujourd'hui, je suis très contente. J'arrive quand même à coiffer les gens, les personnes. En tout cas, je suis très contente. La secrétaire d'État plaide pour une extension du projet. Je voudrais ici, au nom du gouvernement, dire un grand merci à l'UNICEF et les bailleurs de fonds qui accompagnent l'UNICEF et souhaiter que l'UNICEF continue de nous appuyer afin que plus de filles puissent en bénéficier et que l'opération soit étendue sur toute l'étendue du territoire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 2 régions, la région du Tonkpi et le district d'Abidjan. Grâce à cette initiative qui a débuté en 2020, ce sont au total 222 filles qui ont été scolarisées et 150 ont reçu des formations dans différents corps de métiers. Et la lutte contre la Covid-19 aussi continue. Les autorités ivoiriennes multiplient les actions afin de mettre fin à cette pandémie qui menace la santé des populations. Voici les chiffres de ce vendredi. 212 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés aujourd'hui, 145 guéris
et 7 décès. Au total, 58 743 cas confirmés, dont 56 495 personnes guéries, 553 décès. Au total, 1 698 973 personnes vaccinées contre la Covid-19. Il y a l'arrivée de cette autre cargaison pour accélérer la vaccination. 816 000 doses de vaccins Sinopharm en provenance de la Chine. Le ministre de la Santé a réceptionné le lot à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Pierre Demba espère atteindre l'objectif de plus de 12 millions de personnes vaccinées dans le pays. Jean-Marc Diadji. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il est 9h. Sur le tarmac, 18 colis en provenance de la Chine adressés au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À l'intérieur de ces paquets, 816 000 doses de vaccin Sinopharm. L'arrivée de ce vaccin en Côte d'Ivoire vise à accélérer la vaccination contre la pandémie de la Covid-19. En ce début de rentrée scolaire, les partenaires du plan de riposte sanitaire de l'État de Côte d'Ivoire invitent donc les populations à se faire vacciner. J'aimerais aussi réitérer les mots de Monsieur le ministre pour que chacune se fait vacciner parce que c'est vraiment important pour protéger vos communautés, vos familles et vos enfants. Avec plus de 1 600 000 doses de vaccins Covid administrées à la date du 15 septembre 2021, le ministère de la Santé est prêt à renforcer son dispositif de prévention. À terme, d'ici une semaine, nous serons à plus de 2 600 000 vaccins que nous aurons reçu depuis le CNS et qui permettra donc d'accélérer la vaccination. Aujourd'hui, nous sommes en train d'intensifier la vaccination au niveau d'Abidjan parce que, il faut le dire, sur Abidjan reste l'épicentre de la maladie avec plus de 95% des cas et notre souhait c'est donc vraiment de mettre ces vaccins à proximité des populations pour que chacun puisse avoir l'opportunité donc de se faire vacciner. Le vaccin Sinopharm s'administre en 2 doses et est recommandé pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Il est efficace à 79% contre la Covid-19, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. On reste toujours en santé avec cette bonne nouvelle. Dans un mois, environ 5 enfants atteints de surdité profonde pourront entendre pour la première fois. Ils sont pris en charge en ce moment à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Ces tout-petits bénéficient des actions de la 4e mission de la chirurgie d'implants cochléaires. C'est une équipe spécialisée venue de la France et de l'Autriche qui mène l'opération. Walter Amadou Ouattara. Mère de l'enfant Josué Eouman, Françoise, vient de recevoir une bonne nouvelle. Son enfant, atteint de surdité profonde, va aujourd'hui même bénéficier d'un implant cochléaire. Bon, ça me faisait mal de le voir comme ça, pas comme les autres enfants, ça me faisait vraiment mal. On m'a appelé, je ne m'attendais même pas à ça. On m'a appelé, bon, j'étais très contente. Aujourd'hui, on annonce vraiment un nouveau départ, un changement dans la vie vraiment de mon enfant. Cette intervention chirurgicale se tient à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. C'est une opération qui prend à peu près 2 heures de temps. On va insérer ces petites électrodes qui vont reconnecter chacune des zones et on va envoyer des petites stimulations électriques pour stimuler le nerf auditif qui ensuite véhicule l'information au cerveau qui va les interpréter comme des sons. Et c'est cette petite oreille interne qui est déficiente chez ces patients-là. Même si on amplifie le son avec des prothèses auditives classiques, ces patients-là n'entendraient plus. Et donc, dans ces cas-là, on passe à cet implant cochléaire. C'est un implant qui est conçu pour durer 30-40 ans. Grâce à cette technologie, il est possible aux enfants d'acquérir l'audition et donc acquérir un langage. Par contre, ceci se fait dans un délai très précis. Si c'est un enfant qui est né sourd, tout ceci doit se faire avant l'âge de 5 ans, 5 ans et demi. En plus, l'implant, il coûte très cher, environ 9 millions. Un enfant qui ne parle pas jusqu'à 1 an, 1 an et demi, il faut que les parents s'inquiètent. 5 enfants âgés de 2 à 5 ans vont bénéficier de cette 4e mission de la chirurgie d'implants cochléaires. Mission conduite par une équipe médicale conjointe venue de la France et de l'Autriche. C'est également une activité de partage d'expériences et de transfert de compétences. Nous sommes à 100% de réussite pour ces 3 premières missions. Nous sommes satisfaits du choix de notre hôpital, l'hôpital Mère-Enfant. Déjà, par rapport à la qualité de la prise en charge des soins. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est à sa 26e intervention de la chirurgie d'implants cochléaires. Relativement à ce nombre, 6 enfants ont été gratuitement pris en charge grâce à l'appui de la Fondation Children of Africa.
Autre chose dans l'actualité en diplomatie, ils sont en fin de mission. Les ambassadeurs de l'Italie et de l'Espagne distingués par la Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion d'une cérémonie d'adieu. Ces deux diplomates sont faits commandeurs dans l'ordre national. Éric Goré. C'est après 4 années passées en Côte d'Ivoire que son Excellence Giancarlo Issou, ambassadeur de l'Italie, achève sa mission. Il est allé faire ses adieux à la chef de la diplomatie ivoirienne. Kandia Kamisoko Kamara a fait de lui commandeur de l'ordre national de Côte d'Ivoire au nom de la République de Côte d'Ivoire. Le récipiendaire s'est dit reconnaissant au pays hôte. C'est mon premier poste en tant que chef de mission. Et tout comme le premier bisou, le premier amour, on ne l'oublie jamais. Je crois que je ne vais jamais oublier mon premier poste en Côte d'Ivoire, où j'étais pendant 4 ans. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai essayé de faire mon mieux. Et je pars réconforté par votre accueil et votre décoration. Un autre ambassadeur également distingué. Il s'agit de son Excellence Ricardo Lopez, ambassadeur d'Espagne qui quitte définitivement la Côte d'Ivoire. Il a aussi été élevé commandeur de l'ordre national de Côte d'Ivoire. Le récipiendaire a évoqué les grandes actions de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Il me plaît de partager avec vous que, suite à la visite de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'Espagne, avec qui, Madame la Ministre, vous avez pu avoir un échange par vidéoconférence, nous allons intensifier notre collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfant en vue de promouvoir des initiatives menant à un niveau plus élevé d'autonomisation de la femme. À travers ces décorations, la Côte d'Ivoire montre son attachement au renforcement des relations avec tous les pays du monde. C'est un événement attendu par les populations du district du Bassa-Sandra. Le Premier ministre Patrick Kachi procède demain samedi au lancement des travaux de rénovation de la côtière. Une voie qui faisait autrefois la fierté des villes traversées est aujourd'hui dans un état impraticable. Le ministre-gouverneur Philippe Lecret s'est rendu sur cette route Abidjan-San Pedro, un véritable danger pour les automobilistes qui tentent de l'emprunter. On fait l'état des lieux avec Sam Conan. Vu du ciel, on se croirait sur une piste villageoise. Une fois sur terre, on se rend compte qu'il s'agit bel et bien de la côtière. Autrefois, fierté des villes comme Fresco, Sassandra et San Pedro. Aujourd'hui, la côtière est dans un état de dégradation avancé. La côtière est tout simplement dans le coma. Quelques usagers téméraires rencontrés sur cette voie racontent leur calvaire. C'est des nids de poules, des puits perdus même. Avec l'état de la route, il y a des coupés de route. C'est risqué en fait. Change la route là, ça fatigue l'homme. On casse l'âme, les camions là, ils se gardent, sinon on souffre même. Souvent en tête là, ça fait couler, ça pousse. Un peu seulement, la voiture est gâtée. On va pousser. Nous les femmes là, on va pousser. Un peu seulement, la voiture est gâtée. Le ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra, Philippe Lecret, veut partager cette souffrance avec la population. Il s'est donc rendu sur la côtière. Vraiment, quand je suis arrêté sur cette côtière-là, mes pieds même me font mal. Cette souffrance-là fait que cette côtière-là a éloigné tous les investisseurs de notre district. Le Premier ministre Patrick Kachi vient procéder au lancement des travaux de réhabilitation et de renforcement de la côtière. Un ouf de soulagement. Je suis en train de vivre une nostalgie. Ça, c'est une triste nostalgie. Parce qu'on ne va plus jamais voir cette côtière-là. Nous allons avoir ici une très belle route. Nous allons appeler tous les gens du district de venir réserver un accueil au Premier ministre pour l'acte combien important qu'il va poser au nom du président de la République, au nom du président Alassane Ouattara. La côtière, longue de 354 km, relie les deux ports d'Abidjan et de San Pedro. Aujourd'hui, à partir de San Pedro pour se rendre à Abidjan, les usagers devront faire le détour par Gagnoua, longue de plus de 500 km. Alors bientôt donc la fin du calvaire des populations du Bassa-Sandra avec le lancement des travaux de rénovation demain samedi. Et comme on le voit, les infrastructures routières se développent dans le pays. Mais quelle solution pour les personnes en situation de handicap dans une ville comme Abidjan? Voilà la préoccupation de l'ONG Espoir Handicap. L'organisation plaide pour l'accessibilité de ces hommes et femmes qui doivent aussi se déplacer. Yannick Foumi, Franck Wadiou. Difficile de se déplacer en zone urbaine pour les personnes en situation de handicap
nos infrastructures manquant très souvent de commodités adaptées. Un constat fait par l'ONG Espoir Handicap qui dénonce et plaide auprès des autorités pour un réaménagement des routes et voiries. Pas 3 éditions, on constate qu'il n'y a vraiment pas d'avancée. Nous interpellons nos gouvernants pour que des décisions soient prises en faveur de ces personnes-là. On va sur les biens fondés de ce panel. Mais la question n'est pas totalement occultée. Depuis quelques années, des dispositions sont prises, surtout les questions relatives au droit à l'éducation et à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Les infrastructures déjà dont bénéficie donc la ville d'Abidjan, quand on regarde un peu, ne disposent pas donc, de couloirs qui permettent vraiment aux personnes en situation de handicap de pouvoir se déplacer aisément dans la ville. Et c'est pourquoi donc, dans le cas du parc Oga, il est envisagé donc sur proposition donc, du district que 50 km de voies soient donc réaménagées. Et le projet va prendre en compte les communes donc, de Cocody, de Makori, de Koumassi, les communes d'Adjamé, les communes du Plateau. Même chez moi, au Collège moderne du Plateau, pour avoir accès à mon service, il y a 3 marches. Ces 3 marches, je fais comment? Je suis obligé de demander pardon à ces élèves que je suis en train de soit les appeler, les interpeller. Mon respect est déjà bafoué. Témoignage, mais aussi panel pour mieux porter la réflexion, mais aussi envisager des solutions. L'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly est encore dans les mémoires. Les jeunes cadres du RHDP ne l'oublient pas. Ils se sont rendus à Korogo. Les membres de l'organisation ont prié à la mosquée et à l'église pour le repos de son âme. C'est Kwasi Godfrey Okambawa. Paroisse cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, des membres du réseau des cadres du RHDP prennent part à la messe du dimanche. Ils sont venus solliciter en union de prière une messe d'action de grâce pour le repos de l'âme de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les membres du réseau ont également pris part à la prière collective du vendredi et fait de nombreux dons. Autre action de haute portée, la lecture intégrale du Coran au domicile familial d'Egbon. Lecture suivie du recueillement sur la tombe du défunt. Nous sommes venus à la place Bondala. Nous avons fait une lecture coranique pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes venus aujourd'hui à l'église pour les mêmes prières, prier pour le président de la République, pour que Dieu puisse le guider dans toutes ses décisions. Dans la cité du Poro, les actions du réseau des jeunes cadres du RHDP sont appréciées. L'ex-premier ministre Amadou, nous savons ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, que le Seigneur voit ces actes qu'il a pu poser positivement, ces actes d'amour, ces actes de bonté au sein de notre pays, la Côte d'Ivoire, au sein de la ville de Korogo et au sein de l'église catholique. Voilà, que le Seigneur vraiment l'accueille dans sa félicité céleste. Chaque Ivoirien doit mettre dans sa tête la paix. Il faut qu'il y ait la paix dans notre pays. Parce que sans la paix, rien n'évolue, rien ne marche. Donc on prie pour la paix. Le réseau des jeunes cadres du RHDP, en 3 ans d'existence, a mené de nombreuses actions en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du civisme. La quinzaine touristique ivoirienne a pris son envol en pays acquies. C'était à Zopé, capitale de la région de Lamé. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, s'est imprégné de toute la richesse culturelle dans cette localité. Herman Yamien. C'est la coquette ville d'Azopé qui a accueilli la première étape du circuit Est de la caravane de la quinzaine touristique, baptisée Merveilles et Traditions sur la route des rois. Cette caravane a traversé, outre la région de Lamé, les territoires des royaumes Agni, Bron et Koulango, d'Abengourou à Bondoukou, en passant par Niblé-Kourou, Kounfao et Tanda. À la tête d'une forte délégation, c'est dans une liesse populaire que le ministre du Tourisme et des Loisirs a été accueilli à Azopé. La culture étant un produit d'appel du tourisme, les populations, à travers les danses et les expositions des œuvres d'art, ont montré leur intérêt pour le tourisme. La quinzaine touristique qui a lieu en prélude à la célébration de la Journée mondiale du tourisme le 27 septembre prochain en Côte d'Ivoire, le pays hôte, vise à montrer le potentiel touristique des différentes régions du pays afin d'attirer les touristes. Baptisé par les têtes couronnées de la Mé Kassamblé Yapi, Siandou Fofana, le chef d'orchestre de la quinzaine touristique ivoirienne et de Sublime Côte d'Ivoire,
a situé l'intérêt de cette initiative. Je voudrais ici préciser que le tourisme en 2019 a contribué au PIB à hauteur de 7,3%, représentant un peu plus de 1400 milliards. Cette route des rois doit permettre de vendre d'abord la culture, les traditions, mais aussi les arts culinaires. L'une des attractions de cette visite dans la région de Lamé a été l'ascension du mont Mafa-Mafou, l'étape de la localité de Bessedi-Brignan, un pur moment d'évasion entre pèlerinage et randonnée pédestre. Pour dire vrai, c'est impressionnant. Nous avons fait un bout de chemin qui n'a pas été vraiment facile, mais c'est très impressionnant, c'est très génial. Pour nous autres qui avons atteint la soixantaine, arriver ici, c'est quand même une prouesse. Mais en tout cas, c'est exaltant. La légende dit que les vœux émis au pied de cette montagne se réalisent. C'est pourquoi certaines personnes y viennent en pèlerinage et se soumettent aussi au bain dont l'eau est recueillie dans cette source intarissable. J'ai accepté de faire ce bain parce que voilà, je découvre mon pays, je suis ivoirien, je suis africain et je ne suis pas fermé donc à tous ces rites traditionnels là. Parrain de la deuxième édition du Mafa Festival, qui vise à valoriser les atouts culturels de la région de Lamé, le ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est aussi rendu au mont Mafa. C'est une référence. Et donc on ne peut pas venir à Bessedi-Brignan et puis repartir comme ça sans venir donc visiter le mont. En même temps qu'on visite, en même temps on se confie aussi au Marne. Pour la petite histoire, c'est sur cette colline que le célèbre artiste Frédéric Ewimewe a tourné le clip de sa chanson à succès « Les génies vous parlent ». Les génies vous parlent. Et dans le reste de l'actualité, au Mali, la transition adopte 2 lois d'amnistie pour les putschistes. Les textes concernent le coup d'État d'août 2020 contre le président de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta, et le coup de force de mai 2021 contre le président de la transition, Bandao. Concrètement, cela signifie que les putschistes de la junte, en premier lieu, Assimi Goïta lui-même, ne peuvent être poursuivis par la justice pour leurs actions contre les autorités en place à ces 2 périodes. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que quand tu lances la flèche de la vérité, il faut tremper la pointe dans du miel. Dieu le voulant, on se retrouve demain.